Le point commun à une centrale thermique, une centrale nucléaire, une éolienne ou encore un barrage d'hydroélectrique est qu'ils produisent tous les quatre de l'électricité. Et le deuxième point commun est que leur fonctionnement fait intervenir une turbine mise en rotation soit par de la vapeur d'eau dans les centrales thermiques et nucléaires, soit par du vent dans le cas d'une éolienne ou encore par une chute d'eau dans le cas du barrage. Sur l'axe de la turbine est monté un aimant qui est donc mis lui aussi en rotation. Autour de lui sont disposées des bobines conductrices dans lesquelles du courant électrique est produit lors de la rotation. L'ensemble bobine-aimant constitue un générateur de courant électrique qu'on appelle alternateur. Et l'objectif de ce cours est d'en étudier le principe de fonctionnement par une approche historique. Les phénomènes électriques et magnétiques étaient connus un peu partout dans le monde depuis très longtemps. On savait par exemple dans l'Antiquité grecque que l'ambre frotté attirait à distance des brins de paille ou de tissu. La pierre d'aimant était connue dans plusieurs régions du monde et les Chinois ont eu l'idée de s'en servir comme boussole. Le français Pierre de Maricourt a rédigé un traité sur les propriétés des aimants en 1269 dans lequel il fait état de deux pôles dans un aimant, un pôle nord et un pôle sud, et que des pôles contraires s'attirent et que des pôles opposés se repoussent. Il y a même avancé l'idée que la Terre se comportait comme un gigantesque aimant. Mais les connaissances sur le magnétisme n'ont guère évolué jusqu'au XVIIIe siècle. De son côté aussi, l'électricité n'a pas fait d'avancées notables et a plus été au XVIIIe siècle une science spectacle montrant au public des expériences d'électrisation statique. Voilà donc l'état des connaissances avant 1820. Pour tout le monde, électricité et magnétisme étaient des phénomènes sans rapport. Mais en 1820, un savant danois, Ørsted, a fait une expérience décisive. Il a placé sous un fil conducteur relié aux deux bornes d'une pile une aiguille aimantée, parallèle au fil. Et au moment même où le circuit s'est refermé, l'aiguille a dévié. Ørsted venait de montrer qu'un courant électrique crée du magnétisme, expérience que l'on reproduit facilement aujourd'hui en approchant un fil relié à une pile d'une boussole. Ørsted a montré pour la première fois que des phénomènes électriques entraînent des phénomènes magnétiques. La découverte fait sensation à l'époque et dans la foulée, le français Ampère fabrique un aimant artificiel, un clou en fer autour duquel est enroulé un fil conducteur relié aux bornes d'une pile devient un aimant qui peut attirer des objets en fer. Ampère a fabriqué un électroaimant toujours très utilisé dans l'industrie pour soulever des charges lourdes. 1820 marque donc la naissance de l'électromagnétisme. Et dans l'émulation de l'époque, l'anglais Faraday s'interroge sur la réversibilité du processus. En 1831, il réalise l'expérience suivante. Il introduit un électroaimant à l'intérieur d'une bobine conductrice reliée à un détecteur de courant. Et il découvre que le mouvement de l'aimant induit un courant électrique dans la bobine conductrice. La réponse à la question de la réversibilité est donc oui, mais seulement s'il y a mouvement relatif entre la bobine et l'aimant. Ce phénomène fondamental est appelé induction électromagnétique. En 1865, l'Écossais Maxwell consacre le lien entre électricité et magnétisme en établissant des équations dont on a ici une écriture modernisée et qui posent les bases de l'électromagnétisme en reliant mathématiquement le champ électrique et le champ magnétique. L'alternateur en action pour produire notre électricité ou un aimant est en rotation autour de bobines conductrices n'est finalement qu'une version moderne de l'expérience de Faraday en exploitant l'induction électromagnétique. Voyons maintenant ici tout ce qu'il faut retenir de l'alternateur. L'aimant qui tourne est appelé rotor et les bobines fixes stator. L'alternateur modélisé par un rotor et un stator est un convertisseur d'énergie qui convertit de la puissance mécanique, c'est-à-dire liée au mouvement, en puissance électrique. Rappelons que la puissance correspond à un débit d'énergie, ce que traduit la formule puissance en watts égale au rapport de l'énergie reçue ou produite en joules divisé par la durée de fonctionnement ΔT en secondes. Le watt est donc bien des joules par seconde, soit l'unité d'un débit d'énergie. On rappelle des multiples du watt couramment utilisés et à connaître. 1 kW égale 1000 watts, soit 10 puissance 3 watts. 1 mégawatt égale 1 million de watts, soit 10 puissance 6 watts. Et 1 gigawatt égale 1 milliard de watts, soit 10 puissance 9 watts.
Ainsi, cet alternateur industriel reçoit une puissance mécanique de 20 MW. Mais la conversion d'énergie réalisée par l'alternateur s'accompagne inévitablement d'une dissipation due entre autres au frottement ou encore à l'échauffement des fils électriques qu'on appelle l'effet Joule. La puissance dissipée est produite mais inutile, alors que la puissance électrique est produite mais utile. Ainsi, sur toute la puissance mécanique reçue, seule une partie est convertie utilement en puissance électrique. Et le rendement de conversion, noté par la lettre grecque eta, traduit la part de la puissance utile sur celle reçue, c'est-à-dire de la puissance électrique produite sur la puissance mécanique reçue. Et il suffit de multiplier par 100 ce rapport pour exprimer le rendement en pourcentage. Un rendement qui est en général proche de 100% pour un alternateur. Ainsi, l'alternateur industriel de notre exemple a un rendement de 95%. On peut donc en déduire la puissance électrique produite en l'isolant de la formule ici, soit une puissance électrique égale le rendement fois la puissance mécanique. On remplace par les valeurs numériques 95 sur 100 fois 20 MW, soit une puissance électrique de 19 MW. Et si on souhaite calculer l'énergie électrique au bout d'une journée, on isole cette fois l'énergie dans la formule de la puissance, soit E égale P fois delta T, mais lorsque les durées sont grandes, on exprime delta T plutôt en heures, et l'énergie s'exprime alors non plus en joules, mais en wattheure. 1 wattheure étant égal à 3600 joules. Et ici, on souhaite calculer l'énergie produite en mégawattheure. La puissance électrique sera donc en mégawatts et delta T en heures, soit 19 mégawatts fois 24 heures, ce qui donne une énergie produite en une journée de 4,6 10 puissance 2 mégawattheure. En conclusion, on retient de ce cours que l'alternateur, constitué d'un rotor et d'un stator, exploite le phénomène d'induction électromagnétique pour convertir la puissance mécanique en puissance électrique, avec un rendement en général proche de 100%, et connaissant ce rendement, être capable de calculer une puissance ou une énergie comme on vient de le faire.